D'abord, merci à Emmanuel Hersch et à toute son équipe de nous offrir de tels temps intenses et riches chaque année de réflexion sur toutes ces problématiques. Donc, vous m'avez sollicité pour parler des problématiques éthiques des centres de mémoire de ressources et de recherche. Et de ce fait, je ne détaillerai pas les dilemmes éthiques qui se posent également en centre mémoire de proximité, autour, par exemple, de l'application de la loi de 2002 lors de maladie d'Alzheimer, autour de l'annonce diagnostique lors d'une réduction de compréhension de l'information ou d'un manque de mémorisation ou d'une anosognosie, ou encore autour de la divergence des désirs entre ceux des proches et des malades. Les CM2R ont pour mission, en plus de celle des autres centres mémoire, d'accueillir les personnes ayant un diagnostic difficile et celles désireuses de participer à la recherche, pharmacologique ou non, comme celle en sciences sociales par exemple. Contrairement à ce que véhiculent les médias, le diagnostic aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer est finalement assez simple et nécessite un bilan assez court. Lors de 3 situations, le diagnostic peut être plus compliqué, justifiant une orientation en CM2R. Premièrement, les personnes dites jeunes, personnes qui débutent leurs troubles avant 60 ans, car soit la forme de la maladie est inhabituelle, soit elle présente une maladie rare. Deuxièmement, les personnes malades, polypathologiques, qui touchent, elles, plutôt les personnes âgées. Troisièmement, les personnes en tout début de maladie, bien que ce motif soit encore aujourd'hui minoritaire, car plus de 65% des personnes ayant une maladie d'Alzheimer qui consultent en CM2R ont déjà des troubles avérés et ne sont pas une forme prodromale. Certaines personnes malades adressées en CM2R le sont après avoir reçu plusieurs avis médicaux. C'est leur dernier espoir de savoir, finalement. Après tant d'efforts, il est rare qu'elles remettent en question la raison qui les conduit jusqu'à nous, mais cela ne doit pas pour autant nous affranchir de les réinterroger sur leurs motifs. Sont-elles prêtes aussi à entendre une révision du diagnostic? Quelles conséquences cela aura-t-il sur la personne malade et sur ses proches? Notre expérience de CM2R permet de donner avec plus de confiance le diagnostic, mais dans une minorité de cas, des examens supplémentaires, parfois éprouvants, dont la récupération des résultats peut prendre quelques mois, sont proposés. Voici un premier dilemme éthique, jusqu'où aller dans le bilan diagnostique. Ces examens, non de routine, sont par exemple un bilan neuropsychologique très détaillé, ou une IRM avec des coupes nécessitant un long temps d'acquisition, ou une TEP ou une ponction lombaire pour doser les biomarqueurs. Ces examens peuvent être parfois source de fatigue, de prise de conscience de ces pertes, d'isolement, de douleur ou d'angoisse. Mais la précision du diagnostic a des conséquences importantes pour le malade et pour ses proches. Parler de la maladie à corps de Lewy ou des dégénérescences frontotemporales en termes de maladies apparentées est pour moi un manque total de bienveillance. Comment le vécu des patients étant totalement différent du début à la fin? Comment identifier la souffrance de la personne due à sa maladie si, dès le départ, un diagnostic précis n'est pas fait? Ne pas reconnaître les caractéristiques de leur souffrance, c'est exclure les personnes touchées par une maladie rare d'un accompagnement personnalisé. Combien de personnes ou de leurs proches touchés par ces autres maladies ne nous ont pas dit ne plus vouloir aller dans un groupe de parole, une haltérothérapie pour malades Alzheimer, car ils n'y se reconnaissent pas, ils ne se sentent de ce fait encore plus seuls, encore plus exclus. Alors, en plus des raisons pharmacologiques, les règles thérapeutiques étant différentes entre les maladies, nous devons aux patients la possibilité de connaître la spécificité de leur maladie pour les accompagner dans leurs difficultés spécifiques. Nous devons donc expliquer la raison des examens proposés pour la précision du diagnostic, en leur donnant une information compréhensible, adaptée, personnalisée sur l'effort qu'ils auront à fournir pour les tolérer et sur leurs limites, la spécificité et sensibilité de chaque examen isolément étant souvent faible, justifiant la réalisation de l'ensemble. Peut-être certaines personnes différeront ou annuleront alors le bilan, pas prêts à supporter, par exemple, les céphalées post-PL s'ils étaient migraineux. Certains seront intéressés par une prémédication anxiolytique ou antalgique, ou par la présence de leurs proches avec eux lors de l'examen. Lors de longues évaluations cognitives, une fragmentation du bilan sera la bienvenue. Le tout est donc de savoir leur proposer et de les laisser choisir. Parmi ces examens, un pose des questions éthiques spécifiques. C'est la recherche d'une mutation génétique monogénique. Ce cas de figure est exceptionnel dans la maladie d'Alzheimer, on a pu déjà en parler, mais hélas, beaucoup plus fréquent lors de dégénérescences frontotemporales. Comment savoir si la personne malade est prête à entendre qu'elle est porteuse d'un risque de transmissibilité à sa descendance?
Identifier des antécédents familiaux de troubles cognitifs ou comportementaux n'est pas suffisant pour croire que la personne malade a fait obligatoirement le lien avec ses propres symptômes, dont elle n'a souvent plus parfois qu'une conscience partielle. L'exploration de l'arbre généalogique avec eux est souvent riche d'informations. La personne malade pouvant nous indiquer combien les signes des personnes de sa famille malade étaient différents des siens, ou à l'inverse, nous souligner les points communs, les fragilités de la famille dans laquelle il s'inscrit. Interroger les proches en sa présence est aussi très utile, très riche. Vos enfants ont-ils des questions ? Et souvent, surtout chez les personnes jeunes, le risque d'hérédité sera évoqué. La HAS nous rappelle que dans les critères à prendre en compte pour juger de la nécessité d'un examen génétique, il y a l'impossibilité de faire le diagnostic autrement. Dans notre spécialité, cela est peu fréquent. En revanche, elle donne une grande valeur de certitude au diagnostic, permettant de limiter la réalisation des autres examens. La reconnaissance d'une origine génétique peut être source de soulagement. Elle dégage la personne d'une responsabilité individuelle de ses troubles et de l'handicap qu'elle fait peser sur ses proches. Un danger est de basculer dans le tout génétique, où toute modification comportementale ne deviendrait finalement que le reflet d'une organicité biologiquement imposée. Identifier l'existence d'une mutation engage la personne malade à favoriser la transmission de l'information à sa descendance, comme l'a bien précisé la révision de 2011 des lois de bioéthique, on en a parlé tout à l'heure. Mais a-t-elle, cette personne, encore les capacités de jugement suffisantes, de discernement, de compréhension pour assurer la transmission d'une information si déstabilisante à sa descendance ? Souvent, c'est finalement par le conjoint, personne de confiance, que la transmission d'informations sera faite. Lui-même en double difficulté, d'avoir la confirmation de la certitude de la maladie neurologique chez son proche, et en plus de découvrir le risque élevé de transmission chez ses enfants. Alors l'aide aux aidants, si souvent évoquée aujourd'hui, quelle est-elle alors ? Bloup, nous dirait Catherine Olivet, mais je fais moins bien, moi. Paul Ricoeur nous rappelle que notre devoir est de trouver la position juste entre le légal et le bon, ce qui s'applique particulièrement à ce cas de figure. Deuxième type de dilemme éthique concerne la pluridisciplinarité des équipes de CM2R. Une des richesses de nos CM2R est de disposer d'une équipe plus large, pluridisciplinaire, où certains professionnels, des psychologues cliniciens pour ne pas les nommer, peuvent avoir dans leur tâche définie celle d'accompagner l'annonce diagnostique. La plupart des personnes malades, lorsqu'elles arrivent au moment de l'annonce diagnostique, ont déjà fait connaissance avec, au minimum, un médecin, un interne, un neuropsychologue, une orthophoniste, une ou plusieurs infirmières, personnes dont d'ailleurs la personne malade ne distingue pas toujours très bien les différentes fonctions. Le médecin garde la responsabilité de l'annonce du diagnostic. Mais où s'arrête sa fonction ? Après la présentation des résultats ? Après l'explication du pronostic ? Après l'explication des traitements, de la prise en charge ? À quel moment peut-il dire « vous parlerez de tout ça avec la psychologue avec qui vous allez faire connaissance ?» Le référentiel de février 2008 de l'HAS sur « annoncer une mauvaise nouvelle » nous rappelle les écueils contre lesquels il faut lutter, comme la dilution de responsabilité, le patient vivant cela comme un manque de référent, un manque de soutien ou encore une incohérence des messages avec des informations pas toujours concordantes. Un travail étroit de collaboration entre les professionnels permet donc de respecter le droit à l'information et à la bienveillance de l'accompagnement. Un autre problème est l'inconstance de la présence d'une partie des membres de l'équipe, comme dans tous les services universitaires, ce qui peut amener le malade à un suivi partagé par plusieurs médecins au fil de sa maladie. Troisième et dernier dilemme éthique concernant l'activité des CM2R, l'activité recherche. Certaines personnes viennent spécifiquement dans un CM2R pour pouvoir participer le plus vite possible à la recherche, en particulier pharmacologique. Mais peu connaissent la rigueur des critères d'inclusion, d'exclusion, les bornes au test, les critères en imagerie, les limites d'âge, les médicaments habituels, ceux pris dans les 3 mois, les maladies associées, etc. Finalement, moins de 10% des malades de CM2R participent à la recherche pharmacologique, malgré des équipes d'attachés de recherche clinique compétentes qui ont complété ces dernières années nos équipes de CM2R. Les protocoles d'aujourd'hui concernent surtout les personnes ayant principalement une maladie d'Alzheimer et à un stade de plus en plus précoce. Cette évolution peut nous amener à un conflit entre les temporalités, on y revient, celle de la personne malade devant recevoir une annonce diagnostique avec celle de la recherche, où l'entrée dans un essai thérapeutique exige d'être en tout début de maladie. Il est intéressant d'évaluer la capacité de la personne à discerner entre recherche pharmacologique et molécules ayant montré son efficacité en attente de commercialisation.
L'évaluation des motifs de participation à la recherche est à prendre en compte. Y voit-il un bénéfice direct ou est-il motivé par le désir de se rendre utile aux autres? Il faut aussi anticiper le risque de sortie d'études, souvent difficile à vivre, avec un sentiment d'abandon et d'injustice. Pour conclure, le médecin de CM2R, qui a la double tâche à la fois de soigner chacun de façon personnalisée, mais aussi de favoriser le développement de la recherche, ne doit pas oublier que l'intérêt de l'individu prime sur celui de la communauté, ce qui pourrait d'ailleurs être remis en cause si les CM2R n'avaient plus comme vocation de suivre les malades. Comme le rappelle Pierre Lecause, il y a en permanence un conflit de valeurs entre lesquels il faut choisir la protection de la personne et le devoir d'augmenter les connaissances qui profiteront à des générations futures de patients. La maladie d'Alzheimer et les personnes concernées ont aussi le droit de bénéficier de l'innovation. La diagnostic en CM2R à notre époque illustre bien les tiraillements incessants entre le souci de l'individu et l'intérêt collectif. Merci.